On sent une légère baisse, une très légère baisse dans cet épisode. C'est un petit peu gênant, ça n'empêche que ça reste un épisode pas mal, mais ouais, ça me fait légèrement peur pour la suite par rapport à ce qui a été dit en commentaire comme quoi ça commence dans les dernières saisons à baisser un petit peu la qualité. Et j'ai le sentiment que si cet épisode est un bon exemple illustratif, ça veut dire que d'une part ce sera pas non plus nul, c'est déjà bien, mais que ouais, ça va pas être aussi fou, extraordinaire à suivre. Mais bon, hein, peut-être que c'est juste une légère mauvaise passe, sachant que à nouveau c'est pas mauvais non plus, hein, c'est pas mal. Mais ouais, c'est pas aussi prenant que ce qu'on avait fait dans les 4 premières saisons là. Hein, si c'est ce genre de moyenne qu'on a. Déjà le premier épisode, c'était un épisode de mise en place, c'est pour ça que j'avais pas beaucoup de choses à redire. Mais là, maintenant que les choses sont mises en place, j'ai un peu plus de mal à accepter les petits problèmes par rapport à ça, qui sont pas énormes, hein, nous sommes d'accord. Bon, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, en commençant par peut-être des morceaux les plus ennuyeux autour de Daenerys, donc qui continue de gouverner Myrine et qui tombe une fois de plus sur un problème à nouveau redondance quoi. Toujours pareil, gouverner c'est compliqué, voilà ce qui se passe quand on essaye de gouverner sagement, etc. Il y a toujours des problèmes qui surviennent. Ça n'arrête pas de s'accumuler. Au bout d'un moment, ça va devenir un peu trop répétitif pour me faire plaisir là. Encore ça va aller, parce que il y avait des choses intéressantes à voir là-dedans. Parce que bon, j'en parle, il y a Vergris et Dario qui capturent un des membres des fils de la Harpies, comme ça qui s'appelle, cette espèce de groupe d'anciens maîtres qui sont pas contents du nouveau régime. Et ouais, apparemment c'est un mec qui a été payé pour travailler pour eux plus que les représentants principaux. Donc oui, ça va être genre la menace principale de Daenerys durant cette saison, semble-t-il. Ah ouais, hein, elle ira pas à Westeros avant longtemps, hein, ça a l'air bien parti peur. Et ouais, donc il le capture et il y a une espèce de débat au sein du conseil de Daenerys avec donc Selmy, Vergris, Dario, sa traductrice, j'ai oublié son nom sur le coup, et ouais, alors un ancien esclave, le représentant des esclaves, qu'on avait vu à la fin de la saison précédente, et le représentant des anciens maîtres qui essaye vraiment d'aborder les choses de façon pacifique. Je trouve ça intelligent qu'on veuille représenter les différents partis dans cette ville pour essayer de conseiller Daenerys, c'est sympathique. En tout cas, ouais, ils débattent un peu sur ce qu'ils doivent lui faire. Il y en a qui préconisent de le tuer directement pour le sacrilège qu'il a fait, et d'autres qui préconisent de faire un procès en bonne et due forme. Et Daenerys semble être plus partie sur la solution on va le tuer direct, mais c'est là que Selmy lui fait le bon gros discours du conseiller qui va changer l'opinion de Daenerys une fois de plus. Voilà, ça, redondant, c'est trop redondant au bout d'un moment. Hein. Et c'est pas que c'est mauvais du tout, hein. Pris à part, c'est un très bon moment où Selmy lui rappelle qu'il a travaillé pour son père. Et donc, qu'il a fini par devenir complètement taré et qu'il a réagi à la rébellion en étant très excessif, en s'en prenant au village, en faisant brûler les gens, etc., etc. Et que appeler à la revanche comme ça, à la vengeance aussi rapidement, ça, c'est une très mauvaise façon de calmer une rébellion et ça se finira mal pour vous. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, réfléchissez-y. Et donc, ça convainc Daenerys de faire un procès pour ce type. Voilà, alors c'est très bien. Hein, à nouveau, en dépit du côté redondant, c'est très bien comme passage. Seulement, il y aura un petit hic. Le représentant des esclaves, donc on avait vu au moment de la libération de Mérine, et pas content de cette décision, il se dit merde, on doit montrer un exemple avec ce type, il a voulu défaire la liberté pour laquelle on s'est battu, je vais faire en sorte de le buter et d'exposer son cadavre en disant à mort les maîtres. Voilà, donc Daenerys ne le prend pas très bien parce qu'il a désobéi à ses ordres. Ça rappelle beaucoup la scène de la saison 2 ou 3, si je ne m'abuse, lorsque un de ses commandants, un des commandants de Robb a décidé de tuer des cousins Lannister pour se venger un petit peu de ce qu'ils ont fait, alors que Robb voulait qu'on ne les tue pas parce qu'ils étaient innocents. C'est un petit peu la même chose quand on désobéit à ses ordres par besoin de vengeance, de justice personnelle qu'on veut faire passer. Et il réagit de la même façon, Daenerys, en disant « Ok, tu sais quoi, t'as désobéi aux ordres, et le châtiment pour ça, c'est la mort. »
Alors ça c'est un truc, c'est le truc qui me fait le plus tiquer dans cette partie-là, dans le fait que, ouais, c'est toi la nouvelle reine de Myrrine, c'est un petit peu à toi de faire les lois. C'est pour ça que par exemple t'as pu interdire les arènes ou je sais pas, faire en sorte que les esclaves ne puissent plus en être. Donc voilà, tu peux changer un petit peu les règles. Donc je comprends pas pourquoi tu pars direct dans cette approche complètement sanguinaire direct en l'exécutant en public comme ça, alors que tu aurais pu montrer davantage de détermination en disant tiens, ce type n'a pas obéi à mes règles, il a désobéi à la loi, on va le juger. On va pas le tuer tout de suite, on va faire un procès, comme on avait prévu pour l'autre type, histoire de montrer qu'on essaye de se montrer juste, qu'on veut faire en sorte d'être juste dans notre approche. Mais non, on va le tuer publiquement devant tout le monde, les représentants des anciens esclaves et les représentants des anciens maîtres. Qui portent tous des tenues très précises pour qu'on les distingue bien. Mais ouais, et je trouve ça grossier et pas du tout réfléchi de sa part. On essaye de montrer à quel point ça l'affecte, comme quoi, ouais, elle essaye d'être là pour sauver ce peuple, mais elle doit prendre une décision grave qui la fera mal voir, et ça lui fait... ça l'attriste beaucoup. Mais pourquoi t'es obligé de prendre cette décision-là? T'es pas obligé de le gracier, mais tu pourrais le juger moins seulement, ou lancer un procès, comme t'avais prévu de le faire pour l'autre. Qu'est-ce qui te forçait à l'exécuter publiquement comme ça? Je pige pas, hein. Si tu veux montrer publiquement que tu tolères pas ça très bien, bah tu t'es pas obligé de partir dans les extrêmes comme ça. Parce que bien entendu que ça va envoyer un mauvais message, bien entendu que les esclaves vont mal le prendre, que leurs représentants soient exécutés publiquement parce qu'ils pensaient faire quelque chose de juste pour son peuple. Évidemment, et donc bien entendu c'est les émeutes après ça, etc. Et le peuple l'aime beaucoup moins maintenant. Évidemment, et à ton avis, tu t'attendais à quoi? Vraiment, tu t'attendais à quoi? Et ouais, je trouve ça mal amené, vraiment mal amené. Hein, quitte à vouloir créer ce genre de conflit où, au bout du compte, elle est plus vue comme la sauveuse qu'elle était avant. Ok, mais amenez ça mieux, amenez ça vraiment mieux, je trouve. Hein. Enfin bon, il y a une dernière scène rapide avec Drogon qui passe faire un petit coucou. Genre, oh Drogon, t'es là! Et il se barre. L'histoire de dire, ah, elle a toujours pas trop le contrôle sur ses dragons, celle-là. Voilà, c'est bien. Un truc sur lequel j'aimerais bien que vous vous penchiez, en fait. Plutôt que ces manigances politiques, entre guillemets, toutes ces décisions à prendre, etc., qui commencent à devenir un petit peu répétitives, concentrez-vous sur le fait qu'il a du mal à diriger, à commander ses dragons et les efforts qu'elle fait pour ça, plutôt que de rester dans son coin à se laisser un petit peu dicter quoi faire par les événements qui s'enchaînent. Je trouve que elle stagne, Daenerys. C'est ça le truc, elle stagne. Et c'est le gros problème avec ça, quoi. La plupart des personnages, au fur et à mesure des saisons, des épisodes, etc., ils évoluent petit à petit. Mais depuis quelque temps, elle stagne. Et c'est parti pour durer comme ça encore par la suite. Ah, mes décisions doivent être dures, mais je dois rester là pour assurer le rôle de reine, etc., etc. Ça passe encore pour moi, j'arrive à apprécier un peu ça, mais ça finira par devenir inintéressant au bout du compte. Et j'espère qu'ils arriveront à se rendre compte, pas trop tard, qu'il faut passer à autre chose. Parce que ce serait cool qu'ils passent à autre chose. Ou qu'au moins on essaye de mettre en avant des conflits mieux amenés ou plus intéressants. Le conflit avec les dragons est intéressant, mais voilà, faites un peu évoluer ça, montrer là, vraiment essayer quelque chose, plutôt que les approcher un petit peu, se dire « Oh, ils sont un peu agressifs, tant pis !» Je rappelle quand même qu'elle est censée ne pas craindre le feu. Là, c'est un peu son truc. J'imagine peut-être que ça va être ça la résolution, quoi. Elle laissera ses dragons lui cracher du feu dessus, ils se rendront compte qu'elle est immunisée face à ça, et c'est ça qui les feront la respecter, j'en sais trop rien. Peut-être que c'est ça son truc, elle doit se montrer ce courage-là de ne pas craindre les flammes qu'elle avait oubliées avant. Si ça se trouve, peut-être, c'est ce que j'espère, mais j'espère que ça se fera pas trop tard, quoi, hein, ça se fera un peu vite. Bon, cela étant, du côté de Jon Snow, là, j'ai apprécié ce qui se passait, puisque déjà une petite scène entre Ver et Shireen,
qui lui apprend un petit peu à lire, comme elle l'avait fait avec Davos. Bon, elle est un petit peu lente, mais bon, ça vient juste de commencer. Vert qui confie un petit peu son histoire, vu que elle a eu deux sœurs qui ont subi le même mal qu'a subi Sorin, la léprose, ils appellent ça. Mais pour ses sœurs, c'est allé jusqu'au bout. Donc, elle a été soignée à temps, elle sait pas trop comment. Donc, elle s'en est bien sortie, mais pas les sœurs de Vert. Après ça, on voit la mère de Sorin qui arrive pour montrer une fois de plus qu'elle a pas beaucoup d'estime pour sa fille. Ok, hein, je pense que c'est clair maintenant. Et on passe donc à Jon Snow qui subit moyennement les conséquences de ses actes parce que Stannis respecte un petit peu le genre de bravoure dont il a fait preuve, même s'il apprécie à moitié quand même que il ait bravé ses ordres de le faire brûler vif. Cela étant, il se rend compte que le Nord ne va pas capituler facilement devant lui et que les représentants du Nord veulent pas d'un type qui n'est pas du Nord pour les diriger. D'ailleurs, apparemment, il y a pas mal de gens du Nord qui veulent encore être dirigés par les Stark parce que pour eux, c'est vraiment la famille juste. Même si, ouais, ça fait pas mal de temps qu'ils sont complètement éparpillés et qui ne font plus rien, mais bon, hein, c'est pas leur faute, hein, c'est clairement pas de leur faute. Mais bon, si ça se trouve, c'est la chose que je recherche, un petit peu de reconnaissance, de compréhension de la part des gens qui se rendent compte que les Stark sont des bonnes personnes et qu'elles n'ont pas le choix de les laisser à leur sort parce que y a que des merdes qui leur sont arrivées. Hein, c'est cool de montrer qu'il y a encore des gens qui comprennent ce que vivent ceux qui essayent de faire le bien pour eux, quoi. En tout cas, ouais, Stannis se dit qu'il aura besoin de quelqu'un pour fédérer ces gens-là, et il pense à Jon, vu que oui, c'est le plus vieux descendant des Stark, en dépit du fait que c'est un bâtard, il se dit que si Jon se ploie devant lui, plie le genou devant lui, pour lui jurer allégeance, et il fera de lui Jon Stark, il a le pouvoir de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont le pouvoir de faire ça, en dépit du fait qu'ils ne sont pas liés par le sang ou quoi que ce soit, et qu'il est dirigeant que d'une petite contrée pour l'instant. Mais j'imagine que c'est plutôt un contrat sur le long terme, c'est-à-dire que quand on gagnera, bah, tu seras Jon Stark. J'imagine que c'est ce qu'il voulait dire, sans doute, parce que sinon c'est un petit peu bizarre pour moi quand même qu'il puisse avoir ce pouvoir-là techniquement. En tout cas, Jon se rend compte de ça, mais prévoit de refuser l'offre parce que c'est pas de cette façon-là qu'il voulait que ça se fasse. Il voulait être reconnu comme Stark, mais pas de façon aussi peu honorable par rapport à ça. C'est clairement parce qu'il serait utilisé comme un outil pour le Nord, presque. Et il a dit aussi qu'il a juré allégeance à la garde et que maintenant c'est plus ou moins ici sa place. C'est pour ça que lors de l'élection du prochain commandant de la garde à Château Noir, il y a donc plusieurs candidats qui se présentent. Enfin deux pour l'instant, c'est-à-dire Thorne. Le connard, hein, Thorne le connard, et un autre type sans intérêt dont tout le monde se branle, mais c'est histoire de dire qu'il y a un autre type qui se présente. Et c'est là que Sam se met en avant en disant « Ok, il y a une autre personne qui pourrait représenter notre commandant Jon Snow. » Vous voyez tous les hauts faits qu'il a accomplis, parce qu'il c'est vrai qu'il a accompli pas mal de hauts faits. Il essaye de le présenter comme un cas possible pour le nouveau commandant. Et ça a l'air d'intéresser pas mal de monde, de convaincre pas mal de monde. Mais c'est quand même un débat un petit peu serré avec Thorne qui appuie bien le fait qu'il était un peu trop proche des sauvageons et que ça risque de pas forcément être bien vu. Donc il y a cette espèce de suspense dans les votes où à la fin ils arrivent à égalité, mais il y a le maître qui a fini par voter à la fin et qui donne sa voix pour Jon Snow, qui finit donc par être commandant du coin. Alors je sens que Thorne va mal le prendre et qu'il va y avoir toujours des dissensions par rapport à ça. Mais voilà, donc Jon Snow c'est un peu monté en grade, et je trouve que c'est mérité, c'est une petite consécration du personnage que je trouve satisfaisante, et j'espère qu'on fera pas comme Daenerys et qu'on l'ancrera pas dans ce rôle où il devra prendre des décisions difficiles à chaque fois, se rapporter aux conseils qu'on lui donne à côté, etc. Qu'on rendra pas ça redondant comme on l'a fait avec Daenerys. J'espère pas. Cela étant, ouais, c'était vraiment pas mal cette partie-là.
Alors du côté d'Aria, on va avoir la fille qui arrive à Bravos. Je pensais qu'il l'amenait au nord comme elle l'avait demandé, mais en fin de compte le mec de Bravos, le Bravien comme ils se disent, en fait il partait vers Bravos, il l'a amené elle-même à Bravos. Ok. D'accord, très bien, j'avais mal saisi ça dans l'épisode précédent, et donc elle décide à Bravos, une fois arrivée, d'aller voir là où se trouve Jaqen, un homme, parce que techniquement c'est pas vraiment son nom, Jaqen, et elle frappe à sa porte et elle tombe sur quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Et ouais, va y avoir une espèce de blanc un peu bizarre, où le mec, donc c'est un mec noir, je précise, c'est un détail, mais voilà, c'est un mec noir un peu vieux, hein, qui la reçoit en disant il n'y a pas de Jaqen ici, partez, vous avez d'autres endroits où aller, et elle se retrouve un petit peu seule, à se ressasser les quelques noms qui restent des gens dont elle veut se débarrasser. C'est vrai qu'il reste plus grand monde, quoi, tout le monde. La plupart des gens dont elle voulait se débarrasser sont morts. Et bon, j'espère qu'elle en tuera au moins un à un moment donné, quoi, dans la liste. Ce serait cool. En tout cas, elle finit par abandonner l'idée de revoir Jaqen, semble-t-il, pendant un petit moment, et déambulera dans les rues en chassant le pigeon avec sa petite épée. Elle se fera aborder par des mecs qui voudront la dérober, mais les mecs seront plus effrayés par l'apparition donc du mec noir qui approche derrière elle. C'est là qu'elle le suivra, qu'ils repartiront vers la maison où il se trouve, l'endroit où il se trouve, pour qu'il révèle le mec noir que c'est en fait un Jaqen, un homme. D'ailleurs, c'est pas Jaqen, il n'y a pas de Jaqen ici parce que ça n'avait jamais été son nom. C'est pour ça il n'a pas menti quand il a dit il n'y avait pas de Jaqen ici. Voilà, c'est histoire de le dire. Et ouais, juste un truc, d'accord, je veux bien croire qu'il ait ce système de masque à la Fantomas, où il peut enfiler un visage différent l'espace de 2 secondes, comme ça. Bravo, un super boulot, ça va pas être facile. Mais comment il a fait pour ses mains? Comment il a fait pour avoir les mains noires? Est-ce qu'il se les teint? Est-ce qu'il met du maquillage? Mais au moment où il enlève son masque et redevient Jaqen, il a de nouveau les mains blanches. C'est ça que je trouve dingue. Je pense que c'est un faux raccord, personnellement, hein. À la limite, je veux bien croire que c'est du maquillage, mais bon, quand même, quoi. C'est juste pour dire, waouh, technique super avancée, hein, le gars. Et ouais, donc c'est là qu'il accepte chez lui pour l'entraîner à devenir personne, c'est-à-dire quelqu'un qui se fond dans la masse et qui saura mieux se débrouiller après. C'est cool, c'est cool. C'est quoi l'intérêt de faire toute cette espèce d'intrigue à la con? Oh, je te reçois pas, mais en fait si je te reçois après une petite journée, je pige pas le délire. Je pige vraiment pas, c'était une perte de temps sans intérêt. Il pouvait pas juste la recevoir, Jaqen? Enfin, un homme, à nouveau c'est pas son nom, je sais pas, c'est bizarre. J'apprécie ce que ça amorce, on est d'accord, mais c'était une grosse perte de temps, hein, tout ce que vous avez fait avant que ça vienne à ça, quoi. Ok, c'était histoire de voir si elle était digne de pouvoir survivre un tout petit peu par elle-même, ou pas, je sais pas trop, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Du côté de Brienne et Podrick, ils s'arrêtent à une auberge qui, aux chances, accueille également Baelish et Sansa au moment où ils s'y arrêtent, hein, c'est vraiment de la chance, hein. Alors je sais qu'ils suivaient un peu le même chemin pour repartir, mais apparemment, ok, c'est pas aller plus loin que ça. Et honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez mis en place le fait que Brienne en avait marre pour qu'elle continue son chemin comme ça avec Podrick. Comme si bon, bah faut continuer quoi. C'était juste histoire de faire une parenthèse dans l'épisode précédent, semble-t-il. Mais bon, voilà, Podrick repère Sansa et Baelish. Brienne vient les aborder en offrant de protéger Sansa parce qu'elle l'a promis à sa mère. Et Baelish fait la remarque assez pertinente. Vous aviez juré de protéger Renly et vous aviez juré de protéger Catelyn. Et on a vu le résultat. Pourquoi est-ce qu'on voudrait de vous après tous ces échecs? Et ouais, c'est plutôt pertinent à préciser, je reconnais. Et ouais, Sansa rejette l'offre. Baelish veut la garder un peu captive, j'imagine, pour s'occuper d'elle d'une façon ou d'une autre, et elle veut pas rester dans le coin, donc elle se barre en se battant un petit peu. Il va y avoir une petite scène de poursuite à cheval, etc., histoire de faire un peu d'action, et c'était pas trop mal. Tout ça pour dire que Brienne se rend compte que Sansa va pas l'accepter comme ça, et si elle a un peu raison, c'est normal qu'elle se méfie des gens qu'elle connaît pas, et donc on va juste les suivre de loin. On sait vers où ils se dirigent. Apparemment, ils vont pas trop
ils vont pas trop être sur leur garde maintenant que j'ai buté la moitié de leurs hommes et que je me suis bien fait repérer, apparemment. Et voilà, elle va les suivre de loin. C'est histoire de mettre ça en place. Il y a quelques petits trucs à redire là-dedans, mais je comprends où ça veut aller. Comme quoi, oui, Brienne, on peut pas lui faire confiance tout de suite dans cette configuration-là, c'est normal. D'un point de vue extérieur, je comprends très bien ça. Et bon, elle reste un petit peu attachée au fait de vouloir protéger Sansa malgré tout, parce qu'elle n'a pas trop confiance en Baelish. Ok, voilà, c'était histoire de dire. Il y a quelques petits moments d'action pas trop mal, mais c'était pas non plus ultra marquant. Je l'ai dit, c'est pas la pire partie de cet épisode. Bon, il nous reste plus qu'à voir ce qui se passe du côté de Port-Réal, où juste avant, on a une petite scène entre Varys et Tyrion, qui n'en a toujours plus rien à foutre de tout. Il ressasse un petit peu le passé. Tyrion qui devient un peu fataliste après tout ce qui s'est passé, et Varys qui garde espoir qu'il peut apporter quelque chose. C'était histoire de dire. Mais voilà, c'est histoire aussi d'appuyer que Cersei a mis sa tête à prix, donc il faut le cacher, c'est pour ça qu'il ne peut pas sortir de la caravane pendant tout ce temps. Et ouais, on va faire une petite transition tête de nain sur un nain qui a été décapité et présenté à Cersei, qui bien entendu ne reconnaît pas son frère. Voilà, histoire de dire que oui, en envoyant cette demande de chasse, cette prime sur sa tête, et ben va y avoir beaucoup de ses compatriotes atteints de nanisme qui vont mal le vivre. Pas de chance pour eux donc. Cersei donc qui est contrariée pour une petite raison, c'est-à-dire que Myrcella, si je ne me trompe pas, sa fille, est toujours à Dorne, où elle a été promise au fils du prince, et elle a reçu une espèce de mini-statuette de vipère qui représente, il me semble, l'animal de Dorne, qui a entre ses crocs le collier, le pendentif de Myrcella, et donc elle a peur pour elle. Et c'est là qu'après une petite dispute, Jaime se porte volontaire pour aller la chercher en catimini. Ce serait pas pour faire une déclaration de guerre, mais vraiment pour y aller en personne, un petit peu tout seul, de façon furtive. Et ouais, il décide d'y aller en étant accompagné par Bronn. Et non, son rôle dans l'histoire n'est pas terminé. Je trouve, une fois de plus, que ça aurait été sympathique de le faire terminer là, maintenant, Bronn. Histoire de dire, voilà, il a accompli ce qu'il avait à accomplir. Il a laissé tomber Tyrion pour une raison qui est compréhensible par rapport à son état d'esprit. Voilà, c'était la fin pour lui, mais non, il va continuer. Il s'apprête un petit peu à voir les terres qu'on lui a promises, en parlant un petit peu avec sa future mariée qui finira pas avec lui normalement, vu ce qui est amené par la suite, puisque Jaime arrive en disant que le contrat est rompu. C'est-à-dire que vous avez passé le contrat de façon officieuse et vous pouviez lui retirer ça à n'importe quel moment. C'était pas très intelligent de ta part, Bronn, de pas faire gaffe à ça. En tout cas, ouais, y a Jaime qui lui promet, s'il l'aide à s'infiltrer à Dorne, de meilleures terres, un meilleur coin, une meilleure épouse, tout ça, et Bronn, semble-t-il, est partant. Voilà, donc on va voir notre duo qui va s'attaquer à Dorne pour récupérer Myrcella. D'ailleurs, on va voir un petit passage à Myrcella avec l'ancienne amante d'Oberyn avant qu'il crève. Et là, il y a un truc comme ça, je ne sais plus exactement son nom, qui est un petit peu enragé de voir Myrcella être un petit peu copine avec le prince, le petit du prince, et qui vient parler au prince, donc le grand frère, ou le petit frère d'Oberyn, le grand frère normalement, qui pour lui dire il faut se venger de ce qu'ils ont fait à ton frère Oberyn. Non, pas trop se venger, il est mort lors d'un duel judiciaire, c'était dans les règles. Mais bon, elle dit, oui, il faut quand même qu'on s'en venge d'elle. Et donc, si tu me laissais m'occuper de Myrcella, leur fille, pour que je leur envoie petit bout par petit bout, comme ça, et le prince dit non, on n'est pas comme ça. Nous ne sommes pas des sauvages, on va pas s'en prendre à une enfant innocente pour ça. Ça a l'air d'être quelqu'un de très juste, ce type. Un peu qu'on le voit, je suis sûr. Je sais pas, est-ce qu'il va falloir que je me souvienne de son nom à ce type? Est-ce qu'il va être important? Est-ce que Elia a fait en sorte de le buter pour prendre plus ou moins sa place ou faire en sorte qu'un type qui soit plus enclin à son approche prenne sa place? Je sais pas trop. D'autant plus que
normalement, s'il n'a pas l'air d'être du genre à vouloir rechercher le conflit par rapport à ça, ça doit pas être lui qui a envoyé le collier dans les crocs de cette vipère, de cette statue de vipère, quoi. Donc, ça doit être Elia qui a dû le faire, je pense. Je ne vois pas qui d'autre à ce moment-là. Sans que Myrcella le sache, parce qu'on la voit déambuler naïvement, de façon innocente, avec son futur promis, donc voilà. C'est un peu bizarre, hein. Je pense que c'est elle qui a dû faire le coup, envoyer ça. J'ai le sentiment qu'on n'expliquera pas ça en détail, c'est pour ça que j'essaie de trouver une espèce de logique à comment les choses se font, parce que si le prince de Dorne ne veut pas se venger sur la fille de Cersei, qui a envoyé ça, quoi. C'est pour ça que je me dis, ça doit être Elia, qui a dû lui chipper son collier, je sais pas quand, et faire ça, sans doute. Ouais, j'ai le sentiment qu'on va pas donner d'explication, donc je trouve une explication comme ça, un petit peu poussée, histoire de dire, mais voilà, c'est pas super bien amené ça, même si je comprends très bien le désir de revanche de la part d'Elia, qui part sur de mauvaises places parce que, une fois de plus, Myrcella n'y est absolument pour rien. Et si elle était vraiment fidèle à Oberyn, elle devrait comprendre que Oberyn en veut pas tant à la famille Lannister au sens général, mais aux responsables qui sont derrière la mort de sa sœur. C'est pour ça qu'il voulait s'en prendre à la montagne et lui faire avouer qu'il lui a ordonné de tuer et de violer sa sœur. Enfin bon, hein, j'imagine qu'elle est aveuglée par la vengeance, tout ça, tout ça. Donc ouais, il va y avoir ça autour de Jaime et Bronn qui vont faire leur petite opération discrète, furtive pour récupérer Myrcella, ok. Et va y avoir aussi du côté de CRC une espèce de nouvelle réforme. Maintenant que Tywin n'est plus là pour être la main du roi, elle se nomme un petit peu régente. Je me charge de gérer un petit peu les trucs qu'il y a sur place pour le temps que Tommen soit assez âgé pour se choisir lui-même une main. Donc c'est une façon de dire je ne suis pas la main, mais je vais avoir exactement les mêmes fonctions que la main du roi, quoi. Donc c'est pas forcément super bien vu par certains. Ça, je pense que ce sera détaillé dans de futurs épisodes. Cela dit, elle nomme certaines nouvelles fonctions auprès du conseil. Déjà, elle nomme le père Tyrell comme grand argentier, histoire de dire. Il y a l'ancien maître qui s'appelle, si je ne m'abuse, je vais essayer de retenir son nom parce que je sens que ça va être important. Qyburn, qui va être donc le nouveau maître chuchoteur, c'est-à-dire il va avoir l'ancienne fonction qu'avait Varys avant de partir. Et elle veut nommer son oncle commandant de la garde-chef d'armée du coin, responsable d'armée, parce que voilà, c'est le plus avisé par rapport à ça. C'est à peu près le dernier vieux de la vieille des Lannister qui reste. Et on voit qu'il le montre un petit peu. Hein. Je pense pas que je vais retenir son nom, je sens qu'il va pas durer longtemps ce personnage, mais au moins il montre un peu de volonté face à Cersei en disant ok, moi je suis là pour obéir à un roi, pas à une reine régente qui ne devrait pas être régente puisque le roi est là, quoi. Si le roi veut que j'occupe telle ou telle fonction, qu'il me le dise directement. Mais Cersei ne dément pas, non, c'est moi qui le représente, puis c'est tout. Et ouais, elle pourrait pas essayer d'en discuter un petit peu avec Tommen parce que Tommen a l'air d'être beaucoup plus ouvert que ne l'était Joffrey sur ses conseils. Elle pourrait largement le conseiller, essayer de l'aider à mieux diriger le coin, mais apparemment non, en tout cas pas dans cet épisode. Enfin bon, voilà, il y a l'oncle qui se dit ouais, je vais à Castar Rock, et si le roi a besoin de moi, qu'il me parle directement, merde. Voilà, c'est histoire de mettre en place cette espèce de conflit, une fois de plus, au sein de la famille. Avec ce type, je sais même pas s'il a eu une apparition intense au peu notable avant. C'est pas impossible hein, que l'oncle Lannister ait eu des apparitions ci et là, mais c'est vrai que par rapport à Tywin, il faisait un peu pas le figure alors. En tout cas, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est une amorce de quelque chose, donc ça se faisait correctement. Après, c'était pas non plus grandiose, quoi. Il y avait rien de grandiose, il y avait quelques moments d'action pas mal, quelques idées sur lesquelles on veut partir qui étaient sympathiques, mais il y avait quelques points qui étaient assez moyens, surtout autour de Daenerys. Et la seule chose de vraiment grandement satisfaisante là-dedans, c'était la consécration légèrement de Jon Snow. En dehors de ça, c'était juste les choses qui avancent un peu. Et c'est fait de façon tout à fait acceptable, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas non plus énorme.
Il n'y a rien d'énorme dans cet épisode. Ça se suit bien, quoi. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!